Bonjour monsieur Bonjour. El Kaïm, vraiment je vous remercie de nous accueillir, le village systémique. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on voulait vous rencontrer et c'est vraiment pour nous important d'avoir le témoignage d'une personne qui a été vraiment au centre de la systémique européenne et même mondiale, on peut le dire. Et donc dans cette rencontre, évidemment, on parlera de vos écrits, et en particulier de votre dernier livre. Mais j'aurais voulu aussi vous inviter à une conversation autour d'images, de mots, de photos. Hein. Et la première image que je voulais vous montrer, c'est une image qui sera incrustée dans la vidéo, hein, c'est celle-ci. Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose. Elle ne me dit pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous êtes, si j'ai fait de bonnes recherches, Oui. Vous êtes au milieu de la photo. Ça se passe à Marrakech, quand vous étiez enfant, Oui. dans un groupe de louveteaux. Mon Dieu. Et je suis là-dedans. Selon... Je suis celui-là peut-être. Voilà, oui. C'est vrai que la définition de la photo... C'est intéressant. J'ai jamais vu cette photo. Elle vient d'un site qui s'intéresse à la culture juive marocaine, qui est un site dédicacé à la culture juive marocaine, et où il y a un ensemble de témoignages. C'est ça. Et donc, en recherchant sur Internet Mouni El Kaïm pour avoir un ensemble de références, je suis tombé sur cette photo-là. En tout cas, c'est Mouni El Kaïm qui est cité au centre de la photo. Si vous voulez, je vous donnerai les... Et c'était aussi pour voilà, parler un peu de Marrakech, oui, de votre culture judéo-arabe, oui, qui vous êtes fils de notable à Marrakech. Oui. Vous voulez nous en toucher deux mots? Oui. Mon passé marocain est très important. Il est très important parce que je crois qu'il a déjà préparé en moi le futur thérapeute familial. Parce que j'ai vécu en tant que Marocain dans un contexte où il y avait à la fois une culture juive et une culture musulmane. Et les relations qu'il y avait entre mon père, ses amis juifs, ses amis musulmans, étaient très bonnes. Et c'était un monde où, avec une très grande chaleur, une très grande ouverture, les gens se recevaient beaucoup entre eux, il y avait de nombreuses fêtes. Et mon père était quelqu'un qui aimait particulièrement la culture marocaine. Et notre maison à Marrakech est une maison traditionnelle marocaine que mon père avait complètement restaurée. Et mon père aimait beaucoup la musique andalouse, ce qu'on appelle en arabe l'ala. Et j'ai gardé cet amour pour cette musique-là. Je me rappelle d'ailleurs qu'à midi et demi, il y avait en général à Radio Maroc cette musique classique marocaine qu'on appelle la musique andalouse. Et je rentrais manger à la maison et puis j'allais à l'école. Et je me rappelle, je ralentissais devant les magasins qui avaient tous leur radio sur la musique andalouse, et puis j'accélérais le pas quand il y avait des murs sans magasin parce qu'il n'y avait plus de musique. Et j'allais ainsi accompagné par la musique andalouse jusqu'à l'école. J'ai gardé du Maroc un sentiment de chaleur, d'ouverture, de fraternité important. Et aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir d'excellents collègues marocains, docteur Belani, docteur Moussaoui, enfin, il y a le docteur Bargache, qui sont des gens splendides et avec lesquels j'organise de temps en temps des conférences au Maroc. Une deuxième photo, je ne sais pas ce qu'elle va vous dire, mais peut-être qu'elle va vous parler. En tout cas, moi j'ai fait un lien avec cette personne. Ah oui. Alors ça, c'est effectivement
Moshe Ben Maimon, dit Maïmonide. Oui, le prince des médecins. Oui, c'était effectivement le médecin d'un sultan. Oui, il fut aussi celui de Richard Cœur de Lion. C'était surtout quelqu'un qui a tenté d'étudier la loi juive dans une vision rationaliste. Et qui était d'ailleurs, qui écrivait en arabe, parce qu'à l'époque, les textes fondamentaux, philosophiques ou autres s'écrivaient en arabe, et toute une série de traductions de textes d'Antiquité étaient traduits en arabe. Alors, je pense que à l'époque, ce qui se passait, c'est que des gens comme Maïmonide écrivaient en lettres hébraïques en arabe. Et alors, évidemment, citaient aussi bien Aristote que des sages musulmans de l'époque. C'était un moment qui était un moment très important, où la culture juive, musulmane, coexistait et s'enrichissait mutuellement. Malheureusement, à la fin de sa vie, il y a eu les Almohades, c'était El Mouahadine, ceux qui luttaient pour l'unicité de Dieu, qui ont été beaucoup moins ouverts à ceux qui n'étaient pas musulmans. Il a dû se sauver. Et donc, malheureusement, les bonnes choses ne durent pas forcément longtemps. Oui, il a vécu aussi au Maroc pendant quelques années, à Fès notamment. Oui, effectivement. Et ce qui m'avait frappé, parce que c'est une personne qui à la fois, mais effectivement, est un érudit, Talmud, etc., mais qui est aussi un médecin, et qui c'est un des précurseurs peut-être dans la culture aussi de l'approche de la psychologie, je vais dire, dans tout ce qu'il a pu écrire, notamment sur la médecine. Il y a certains aspects qui touchent à la culture, à la psychologie du couple, et à l'hygiène du couple et de la relation entre couples. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle. C'est bien. Ceci dit, j'ai trouvé avec surprise qu'il y avait des hôtels aujourd'hui qui s'appellent MOB, M-O-B. Et c'est quoi MOB? C'est Maïmonide of Brooklyn. Est-ce que Mouni n'est pas une abréviation de Maïmonide? Maïmonide, effectivement, c'est mon prénom. Ah oui, d'accord. C'est mon prénom. Et Moni, effectivement, est l'abréviation de Maïmonide, effectivement. Alors c'est drôle, il y a eu quelqu'un qui a créé des hôtels qui sont des sortes d'hôtels où on mange végétarien, etc. Parce qu'il a trouvé que Maïmonide préconisait de manger beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. À une époque où sans doute c'était pas très courant. Alors, voilà, dans ce que vous avez pu vivre à Marrakech, et aussi votre maman est issue d'un autre patelin au Maroc. C'est El Saïda ou je ne sais plus. Pardon. Votre maman, oui. Elle était également. Oui, elle était originaire d'une ville qui s'appelait à l'époque Mazagan et qui s'appelle maintenant El Jadida. El Jadida, c'est ça. Et donc comment, si c'est pas trop indiscret, vos parents se sont rencontrés? Ah, c'est une histoire intéressante. Mais vous savez, c'est ce que mes parents m'ont raconté. Est-ce que ça s'est passé vraiment comme ça? J'en sais rien. Mais apparemment, mon père avait une domestique qui lui avait montré un jour les photos des gens qu'il avait travaillé auparavant à El Jadida. Il avait vu la photo de maman, qu'elle trouvait très belle. C'était une très belle blonde, très belle femme. Et il est allé à El Jadida et il a vu ma mère. Vu simplement. Et il a envoyé son père pour demander la main de ma mère. C'est ça le mythe ou la réalité, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté sur le roman. C'est l'histoire qui vous a été transmise. Oui. Vous vivez à Marrakech, donc au Maroc aussi, très proche du monde arabe à l'époque. Oui. Il y a vraiment quelque chose de la transversalité entre les deux cultures, de la proximité. Pour illustrer ceci, j'ai envie de vous montrer une troisième photo, qui est une pioutime. Enfin, c'est une représentation.
Alors c'est intéressant, parce que ce que vous me donnez là, c'est un piyut. Un piyut, c'est un poème chanté. Et ce qui était très traditionnel au Maroc, c'était ces poèmes chantés que des poètes juifs marocains écrivaient en général sur du parchemin, offraient à un notable, et ces piyutim étaient chantés par exemple le samedi à midi, ou le samedi soir, ou le vendredi soir, ou pendant les fêtes. Et le notable alors faisait recopier ce piyut, le passer à d'autres. Et ainsi ces piyutim se répandaient. Et alors il était d'usage, vendredi soir à table par exemple, et le samedi à midi, de chanter un, deux ou trois piyutim, qui étaient dans des poèmes, et certains d'entre eux d'ailleurs étaient des poèmes un peu style Cantique des Cantiques, ça veut dire où on parlait de la loi comme d'une belle femme. C'était toute une tradition où la musique jouait un rôle important et où la poésie était chantée. Et là, ce que vous m'avez en main, effectivement, c'est des différents piyutim qui ont été écrits, je suppose, au début du XXe siècle. Vous avez eu ça où? C'est une copie que j'ai faite via Internet, mais j'avais vu une interview de vous qui a été faite pour le musée juif de Belgique, oui, où vous évoquiez oui, votre objet oui, de prédilection qui était les piyutim. Oui. Vous en avez quelques, enfin, oui, oui. vous en avez quelques, Oui. vous avez quelques manuscrits. Oui, effectivement, j'ai pas mal de manuscrits aussi d'ailleurs, parce que la musique andalouse est une musique qui à la fois existe en arabe et en hébreu. Et j'ai effectivement des manuscrits de la personne qui a pour la première fait une translittération de l'arabe en hébreu, ce qui fait que quand on écoute la musique en arabe ou en hébreu, c'est la même chose. Si ce n'est que les termes... En termes rythmiques. La même rythmique, c'est la même musique, c'est la même chose, sauf que en hébreu, c'est en général des poèmes à la gloire de Dieu, ou un truc comme ça, alors que Allah, c'est aussi, mais c'est en arabe.